accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Avant d'aborder l'historique de votre maison d'édition intitulée Le Vampire Actif, quel est votre parcours professionnel? Alors un parcours professionnel assez atypique, ingénieur agronome, docteur en aménagement du territoire. J'ai travaillé à la Data, j'ai travaillé dans un parc naturel régional, j'ai travaillé dans les Alpes de Haute-Provence, et je travaille aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes pour m'occuper du développement touristique de cette belle région. Donc rien à voir immédiatement avec la littérature. Vous êtes écrivain, dessinateur? Alors je ne suis ni écrivain, même si bien évidemment j'écris comme un peu tout le monde, dessinateur, un piètre dessinateur, je préfère ne pas montrer les quelques esquisses que je peux faire de temps à autre pour me détendre. Non, je suis surtout un grand amoureux de la littérature, je suis tombé dedans quand j'étais petit, pour une raison très simple, alors que je veux peut-être dire, même si ça peut sembler indiscret, j'ai fait l'objet, j'ouvre des guillemets, je suis très prudent, mais d'un racisme à l'envers. Quand j'étais petit, j'étais extrêmement blond, presque blanc, presque albinos. Pas avec les yeux rouges, mais vraiment albinos. Et j'ai connu un certain rejet de la part de mes camarades qui m'ont amené à me réfugier dans les livres.
Donc cette exclusion, ça vous a donné envie de prendre une direction? Alors oui, d'une certaine manière. J'ai toujours été très féru et amoureux des sciences, curieux des sciences, et c'est vrai que je n'avais pas trop de problèmes pour comprendre, mais cette passion des livres que j'ai eue en étant petit, en me réfugiant dans ces livres, dans ces histoires qui finalement me permettaient de m'évader, eh bien ça a effectivement très clairement orienté, cette passion a très clairement orienté à un moment donné l'envie et donc le choix de créer une maison d'édition. Ce qui, sans doute que je ne l'aurais pas créé si je n'avais pas vécu ces quelques épisodes, pas dramatiques, hein, mais ces quelques épisodes de tension quand j'étais petit. Donc l'édition, ça fait partie intégrante de votre vie? Ah oui, alors l'édition est une partie intégrante de ma vie. Je crois que je peux dire que je suis bibliophile. J'aime les livres, l'objet, mais j'aime surtout ce qu'il y a dedans, les textes. L'édition aujourd'hui, c'est vraiment une passion. J'ai créé cette maison d'édition avec une complice qui était, pour la petite histoire, l'enseignante de français de mon fils, et tous deux passionnés par la littérature, dans le cadre de la mise en place d'un centre de documentation dans le collège dans lequel elle enseignait, et nous avons décidé de franchir le pas et de créer en 2007 cette maison d'édition. Et nous avons mis 2 ans à sortir notre premier livre parce que nous avons d'abord voulu nous imprégner du monde de l'édition et prendre place déjà auprès des lecteurs, des libraires, des autres éditeurs, des critiques, à travers l'animation d'un blog littéraire qui critiquait, qui présentait les livres qui nous plaisaient, que nous aimions. Et pourquoi avoir choisi cet intitulé de Vampire Actif pour votre maison d'édition créée en 2007? Très bonne question, très bonne question. Alors j'ai envie de dire que c'est un péché de jeunesse que nous ne regrettons pas, mais qui nous pose aujourd'hui quelques petites difficultés. Je vais vous expliquer très rapidement. Alors, l'origine du Vampire Actif, c'est 2 clins d'œil et 2 hommages. Un clin d'œil et un hommage à Michel Tournier, qui a écrit un livre qui s'appelle Le vol du vampire, paru dans les environs des années 1983 et 1984, livre dans lequel il chronique, il présente, sous la forme de récits, les 50 livres qui lui ont donné envie de lire et surtout d'écrire. Et dans la préface de ce livre, il compare les textes à des vampires exsangues qui attendent le lecteur pour renaître. Et nous, en tant que petit éditeur, nous nous sommes dit que finalement, la seule ambition que nous pouvions avoir, c'était de révéler, de déterrer, de mettre en lumière des textes bien écrits, qui ont du contenu, qui bouleversent le lecteur, et que nous allions mettre en pâture, entre guillemets, proposer au lecteur. Le deuxième clin d'œil, le deuxième hommage, c'est un poète surréaliste, Gerasim Lucas, qui est un compagnon de Tzara, de Breton, d'Aragon, et qui a écrit un livre étonnant, très beau texte surréaliste qui s'appelle Le vampire passif. Et dans ce livre, Gerasim Lucas invite le lecteur à lire le texte qui est sur la page de droite et se reporter au collage ou aux photographies d'art primitif sur la page de gauche. Et il invite le lecteur à refaire l'exercice en lisant chaque phrase du texte, en s'arrêtant sur chaque phrase du texte et en se reportant à l'image. Et lorsque l'on fait cela, on se rend compte que le texte prend des dimensions insoupçonnées qui n'avaient pas été perçues à la première lecture, de même que se révèlent les arts primitifs, les photographies d'art primitif et les collages. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement, au-delà d'un texte qui n'est, allez, si je suis lapidaire, qu'une succession de lettres, de mots, de phrases, de paragraphes, eh bien, il y a énormément de choses, ce qu'a voulu écrire l'écrivain, la plume, mais également ce qu'il ne sait pas qu'il a écrit, ce que peut lire le lecteur à un moment donné, ce qu'il peut lire à d'autres moments de sa vie, à d'autres périodes de sa vie, et ce que chacun va lire. Et c'est ça la richesse d'un texte, c'est cette multiple forme et ce multiple contenu. Et comment fonctionne donc la maison d'édition? Alors, pour l'instant, la maison d'édition fonctionne sous un mode associatif. Nous avons un conseil d'administration avec des lecteurs
qui nous permettent, qui nous conseillent, qui nous orientent, qui réfléchissent avec nous au choix des textes, puisque nous avons un comité de lecture que je préside, qui reçoit donc à la fois des livres, ce qu'on appelle maintenant des tapuscrits, puisque tapés à la machine, des tapuscrits d'auteurs contemporains, aussi bien des romans, des nouvelles, des essais, des poésies, etc. Mais également, nous éditons des textes tombés dans le domaine public, notamment des textes du XIXe siècle, qui est une période, un siècle absolument extraordinaire au niveau de la créativité, de la richesse de la littérature. C'est un siècle qui a connu énormément de mouvements artistiques, énormément d'expressions littéraires, avec de très belles plumes, et qui malheureusement sont aujourd'hui, pour beaucoup, oubliées. Et nous allons essayer de tenir notre petit rôle que de remettre en lumière un certain nombre de ces textes. Après, je vous pose la question, alors quels sont justement ces auteurs qu'ils ont décidé de rééditer? Justement, quels sont ces auteurs qui ont décidé de rééditer? Alors, nous avons décidé de rééditer un certain nombre d'auteurs au fur et à mesure que nous les découvrons, au fur et à mesure que nous les apprivoisons, au fur et à mesure que nous comprenons à la fois le contexte dans lequel ils écrivent et que nous considérons la justesse du choix de l'édition, parce que c'est un texte important, parce que c'est un texte qui est un ovni littéraire par rapport à la période littéraire, parce que c'est un texte qui a été censuré ou incompris et qui mérite aujourd'hui d'être livré au lecteur. Alors nous avons commencé par un auteur étonnant, Petrus Borel. Petrus Borel est un auteur qui est né en 1809 à Lyon et qui est mort en 1859 à Mostaganem, en Algérie. C'est un auteur étonnant dans le sens où c'est un romantique frénétique. C'est-à-dire il fait partie de ces petits romantiques qui ont été à l'origine de l'explosion du romantisme. Et d'ailleurs, Charles Baudelaire dit de lui, dans l'art du romantisme, dit de lui que le romantisme n'aurait jamais été ce qu'il est sans Petrus Borel. Petrus Borel est un auteur totalement méconnu. Il n'a écrit que 3 ouvrages dans sa vie, mais il a écrit des milliers et des milliers de pages d'articles, de pamphlets, de notes, de contes, etc., qui n'ont jamais été publiés ou qui ont été publiés dans les journaux, mais jamais rassemblés. C'est un auteur étonnant parce que il fait partie donc de ces romantiques frénétiques. Il a été le principal animateur de la fameuse bataille d'Hernani, Victor Hugo, bataille d'Hernani, pour plaider le nouveau théâtre, la nouvelle littérature, aux côtés de Charles Nodier, de Nerval, de Gautier, d'Aloysius Bertrand, et tant d'autres. Et il a publié, comme je vous disais, 3 livres. Un premier ouvrage en 1833, qui est un recueil de poèmes, qui s'appelle Champavert, contes immoraux. À l'époque, les nouvelles, on les appelle des contes. Ce sont 10 textes d'une actualité et de modernité extraordinaire, qui chacun dénonce une injustice, dénonce un scandale de l'époque, que ce soit le racisme, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit l'esclavagisme, que ce soit le sort réservé aux femmes, que ce soit l'abus de pouvoir, etc., etc. Ce sont de magnifiques textes littéraires. D'ailleurs, Georges-Louis Borges, conseillait à ses étudiants en littérature, à l'université, de lire Petrus Borel. Il leur imposait même de lire les contes de Petrus Borel pour apprendre à écrire une nouvelle. Et le deuxième livre qu'il a écrit, le troisième livre qu'il a écrit, c'est Madame Putiphar, roman noir, roman étonnant. Alors, dans la veine des romans noirs, mais c'est un roman historique. C'est également un roman naturaliste, puisqu'il est allé se perdre 1 an au fin fond de la Haute-Marne dans une hutte en chaume. Il avait froid, il était dans l'humidité, il avait des rats, ce qui lui permet d'évoquer les prisons de ce roman noir à la manière de Zola, à la manière du naturalisme de Zola. Vous savez que Zola est allé pendant 3 mois à fréquenter les locomotives à vapeur pour écrire La Bête humaine. Il a descendu dans les mines à Anzin avant d'écrire Germinal, etc., etc. Donc, 60 ans ou 50 ans avant Zola, nous avons un auteur qui est dans cette veine-là.
Pétrus Borel est quelqu'un d'extraordinaire, d'extraordinairement d'étonnant. Il a écrit des nouvelles fantastiques, il a écrit un essai, un pamphlet contre Louis-Philippe par rapport à l'importation de monuments égyptiens, l'obélix de la place de la Concorde par exemple, en disant à l'époque que c'était une absurdité que de faire venir ces pierres qui n'avaient de sens que sur la terre d'Égypte et là où elles avaient été construites des mains d'hommes. Donc on est dans un auteur qui est absolument étonnant, qui n'a jamais voulu rentrer dans le rang, entre guillemets, donc il n'a jamais eu ces fameux postes de bibliothécaire ou d'archiviste qui étaient proposés aux auteurs officiels pour leur laisser le temps d'écrire. Le seul moment où, pour vivre, il a fallu qu'il, et encore, vous allez voir, pour qu'il rentre dans le rang, c'est quand il est parti en Algérie, à la fin de sa vie, une douzaine d'années, quinzaine d'années avant sa mort, pour participer à la colonisation de l'Algérie, puisque nous sommes dans la période, bien sûr, du maréchal Bugeaud et de la conquête d'Alger et de l'Algérie. Et je dis, mais malgré ça, c'est quelqu'un qui a dénoncé des prévarications, des injustices, qui a du coup été renvoyé de son poste d'administrateur, qui a tenu bon et qui finalement a gagné son procès contre le préfet. Le préfet a été révoqué et donc Pétrus Borel a fini sa vie à Mostaganem dans une propriété improbable, une ferme un peu improbable qui s'appelait la Haute Pensée, le domaine de Haute Pensée, il l'avait appelé comme ça, et il avait vis-à-vis des agriculteurs autochtones qui travaillaient, il avait une attitude extraordinairement humaine puisqu'il payait les études des enfants, il leur fournissait des maisons, etc., etc. Il était dans cette humanité qui transpire dans tous ces romans. Donc nous avons édité un ouvrage de lui, Escale et Lycanthropolis, qui regroupait 10 textes, alors j'ai regroupé parce qu'il est épuisé, 10 textes de Pétrus Borel, choisis dans toute la gamme des expressions littéraires. Et là, le dernier ouvrage que nous venons de publier, c'est Dina, la belle juive, alors qui est un conte, une nouvelle, qui est un livre de nouvelles, donc c'est une nouvelle de Champavert Conzi Moreau, et si nous l'avons édité, c'est parce que, non seulement c'est une très très belle histoire d'amour, magnifique, dramatique, nous sommes dans le romantisme noir, mais c'est surtout le premier texte littéraire qui dénonce de manière forte, puissante, argumentée, mais aussi avec énormément d'ironie, l'antisémitisme. Et donc ça nous a paru tout à fait intéressant que ce texte qui a été publié en 1833, et qui est d'actualité, soit publié. Donc nous avons choisi de publier ce texte, et c'est le dernier qui vient de paraître. Voilà, Pétrus Borel. Alors d'autres, mais je ne vais peut-être pas m'étendre, d'autres, Félicien Champsor, par exemple, un auteur étonnant, méconnu, Félicien Champsor, auteur qui sévit, entre guillemets, écrit entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, qui est passionné par les saltimbanques, les gueux, les truands, les vagabonds, qui va passer des années avec eux, qui va apprendre leur vocabulaire, il va terminer académicien, latiniste, helléniste, etc., qui va publier plus de 80 ouvrages, qui va être le rédacteur en chef de la revue du Chat Noir à Montmartre, et parmi ces ouvrages, alors qui publie des ouvrages extraordinairement étonnants, extraordinairement modernes, bien avant les surréalistes, avec des collages, avec des morceaux d'articles de journaux, etc. Et j'ai choisi, parce que là c'est vraiment un choix personnel, j'ai choisi de publier cet ouvrage, ce roman historique, L'Orgie latine, qui est le dernier grand roman historique dans la veine de Salammbô, de Flaubert. C'est un roman à tiroir, c'est un magnifique épopée, un magnifique récit d'Égyptiens à Rome et qui vont être confrontés à l'empereur Claude et surtout à l'impératrice Messaline, qui posent effectivement énormément de questions par rapport à la situation de la femme à Rome, par rapport à la situation des étrangers, par rapport à la tolérance vis-à-vis des religions. C'est un livre qui rentre dans ce qu'on appelle le décadentisme, c'est-à-dire c'est un livre qui est écrit en deux couleurs, en noir pour le texte normal et en rouge pour le texte que l'on
dénonce, que l'on montre, que l'on indique aux censeurs en leur disant « Messieurs, ne lisez pas tout le livre, je vous indique ce que vous avez à caviarder ». Vous savez qu'il caviardait, c'est-à-dire qu'il remplissait de noir. C'est pour ça qu'on trouve quelques ouvrages que l'on trouve encore publiés, avec des passages, avec des pointillés ou des blancs qui correspondent à cela. C'est en même temps un roman qui est un roman prétexte. Il rend hommage aux 4 temps du roman historique de Chateaubriand à son collègue Louis, qui a écrit Aphrodite l'année juste d'avant. C'est un roman qui, comme je vous le disais, est une magnifique histoire sur la Rome, la Rome antique, ça se passe en 48 après Jésus-Christ, et surtout, c'est une volonté de dénoncer l'hypocrisie de l'époque, la pudibonderie de l'époque, puisque son introduction, qui s'appelle du lucre et de la luxure dans la littérature, est très clairement une dénonciation de l'hypocrisie de l'époque, où ces messieurs, avec leurs illégitimes, comme on disait à l'époque, vont admirer des expositions de tableaux avec des nus de Courbet ou d'autres, et vont dans les expositions de sculptures où il y a effectivement ces nus académiques, et nous sommes à l'époque où les nus ne deviennent plus seulement académiques, c'est-à-dire qu'ils s'incarnent, ils deviennent de la chair, ils deviennent vivants. Mais par contre, dès qu'il y a un texte qui sort et qui ose aborder, ose lever le pan d'une robe, alors là, bien évidemment, la censure s'en empare. Donc c'est un magnifique texte, magnifique aventure. Et pour finir, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier texte dans la littérature, là aussi, qui, ce qu'on appelle, met en abîme le texte. C'est-à-dire que les 4 premiers chapitres, les 4 premiers livres, racontent l'épopée, la narration. Le 5e, sous forme d'ode latine, en hommage à Horace, retrace les épisodes de l'aventure, de cet écrit. Et le 6e, sous la forme d'une pièce de théâtre, un acte, 10 scènes, raconte, avec les termes exacts des 3 historiens, Tite-Live, Suétone et Juvénal, raconte la mort de Messaline, mais Messaline se rappelant de temps en temps des épisodes de ce livre. Donc on a vraiment une volonté de rendre vrai ce roman historique, mais qui est totalement vrai, parce qu'effectivement, nous avons la réalité de l'univers de la Rome antique et de cette époque-là qui est inscrite. Donc, Félicien Champsaur. Et dans ce cadre-là, alors de manière tout à fait étonnante, L'Enfer de Verdun, petit ouvrage publié par Félicien Champsaur, qui est le témoignage le premier témoignage d'un civil qui va se retrouver au cœur de la bataille de Verdun, invité par le général Nivelle, qui est effectivement le vainqueur de Verdun avec le maréchal Joffre, qui n'est pas encore le boucher du chemin des dames, et qui va raconter la sidération de ce civil qui va se trouver être totalement pris dans cette horreur qu'est la guerre des tranchées, avec pour la première fois dans la littérature, des mots comme la chair à canon, comme avec la boue, qui est le personnage principal qui avale des hommes et dégueule des morceaux d'hommes. C'est un texte absolument extraordinaire, un texte qui, bien entendu, n'a pas pu être publié, qui a servi de préface à une pièce de théâtre, Guillaume II, l'assassin innombrable, que Félicien Champsaur a écrite, pièce qui a été représentée, qui a été censurée. Et donc ce texte n'avait jamais été publié, était inconnu. Et c'est en travaillant sur l'orgie latine que j'ai découvert qu'il y avait l'existence de ce texte. Comme en 1916, vous savez que en 2016, nous avons célébré le 100e anniversaire, le centenaire de la bataille de Verdun, j'ai souhaité le retrouver, et après moult recherches, j'ai pu trouver cet exemplaire, et donc le publier. C'est un texte qui est absolument extraordinaire, premier texte d'un civil qui décrit l'horreur de la guerre. Dans cette collection, je vais aller vite, Jean Richepin, le fameux auteur de la chanson des gueux, Truandaille, 20 portraits de gueux, de truands, de saltimbanques, absolument extraordinaires, qui effectivement va présenter ces portraits un petit peu comme des éclats de vie, à des moments donnés, avec énormément d'humour, beaucoup de sensualité, très très beau texte, très belle nouvelle. Joachim Ruyat, La rame de 20 pieds, roman jamais publié en France, roman catalan, qui raconte l'aventure d'un caboteur, d'un bateau caboteur, une trinitaine,
qui va en fait être pris dans la tempête. Et ce qui est absolument extraordinaire dans ce roman, c'est que c'est un roman qui est un roman maritime, raconté et narré par les yeux d'un peintre, d'un dessinateur peintre, puisque la fille du capitaine qui est à bord est une dessinatrice et peintre, va dessiner les zones d'équipage, et la manière de présenter les paysages, la manière de narrer la mer, la manière de décrire les visages des marins, leurs gestes, c'est vraiment extraordinairement pictural. C'est un texte magnifique. Autre texte d'un auteur totalement inconnu, dommage, Adolphe Rété. Adolphe Rété, c'est notre Henry James Thoreau de français. C'est quelqu'un qui a passé sa vie dans la forêt, qui est passionné par la forêt, et qui a écrit des textes sur la forêt de Fontainebleau. 6 textes totalement étonnants, totalement renouvelés, puisque un texte plutôt naturaliste, 2 textes fantastiques, un texte surréaliste, un texte qui est tout en sensibilité, en émotion, dans lequel les arbres de la forêt sont des personnages en tant que tels. 6 textes sur la forêt, totalement ignorés, oubliés, alors que ce sont des petites perles, des petites merveilles. Voilà pour les auteurs anciens, et puis d'autres collections pour des auteurs plus contemporains. Et donc, dans le catalogue, quels sont les thèmes que vous lisez? Alors, les thèmes, c'est très éclectique, très divers. Nous, ce qui nous importe, c'est, comme je vous le disais, la qualité du texte, ce que dit le texte, ce que révèle le texte, les émotions qu'il va générer chez le lecteur, le fait que c'est quelque chose de nouveau, que c'est quelque chose qui apporte un élément à la littérature. Je n'ai aucune prétention, et nous n'avons pas la prétention de connaître toute la littérature, mais nous recevons environ une vingtaine, 25 tapuscrits par mois. Je m'efforce de les lire quasiment tous, quasiment parce qu'il y a un certain nombre de manuscrits, de tapuscrits qui ne rentrent pas dans ce que nous publions habituellement, donc je ne vais pas plus loin qu'une lecture de curiosité, c'est toujours sympathique, mais de curiosité. Et nous essayons d'identifier des textes qui sont singuliers, qui sont particuliers, pour les textes contemporains comme pour les textes plus anciens. Je vais prendre un exemple pour vous illustrer cela. C'est un auteur que nous aimons beaucoup, nous avons publié 3 ouvrages de lui, qui est Lionel-Édouard Martin. Lionel-Édouard Martin, c'est un auteur qui est pour nous absolument extraordinaire, et nous avons du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus connu et pourquoi il n'est pas référencé, on va dire, chez nos amis les grands éditeurs qui ont une capacité de présentation et de mise en lumière des ouvrages. C'est un auteur qui a une plume très très belle, qui écrit très très bien, fait penser à Ponce comme écriture, et il nous a proposé 3 ouvrages. Le premier ouvrage que nous avons édité de lui, qui est aujourd'hui épuisé, s'appelle La vieille au buisson de roses. C'est une magnifique narration, l'histoire d'une vieille femme dans un village de la Vienne qui va, je vais aller vite, mais qui va recueillir un chien avant l'hiver, et elle va se rendre compte que ce chien chante la messe en latin. Et donc ça ne peut être qu'un chien d'un des hobereaux qui habitent autour du village. Nous sommes dans la Vienne, dans les années 50-60. Et elle prend sa plus belle plume, sergent-major, et elle écrit à tous ces nobles pour leur dire qu'elle leur rapportera le chien au printemps. Et tout le livre est en fait cette relation de cette vieille dame avec le chien, avec les voisins, avec la messe de minuit, et cette quête improbable du châtelain qui va se déclarer être propriétaire du chien. Il y aura un châtelain qui se déclare propriétaire du chien, et c'est un sémiologue qui est donc quelqu'un qui travaille sur la langue, sur les mots, qui est habite un château perdu, un peu la Belle au bois dormant, etc. Et l'ouvrage, en fait, le texte, ça va être cette rencontre improbable, tout ce qui prépare cette rencontre improbable entre cette vieille femme, cette vieille sorcière, entre guillemets, et ce homme. Voilà. Il nous a donc La vieille au buisson de rose. Un deuxième texte, Bruegel en Médomène,
Alors quand je dis texte, c'est plutôt 150 courts textes poétiques qui sont 150 éclats de vie, dans lesquels il présente des objets du quotidien. Ça peut être une brouette, un café, un moineau, une chaise, une table, une poignée de main, peu importe. Et il a une manière de raconter, de dire, de présenter cela. À chaque fois, c'est un court récit, une petite histoire qui nous emmène dans un monde autre. Et le dernier, donc, qui est paru l'année dernière, fin d'année dernière, Nativité 50 et quelques. Alors là, Nativité 50 et quelques, ce texte nous a beaucoup séduit parce que c'est d'abord et avant tout une formidable aventure humaine. Mais c'est une aventure humaine d'une communauté villageoise, illustrée par, figurée par des personnages, le docteur, le rebouteux, le boulanger, le charcutier, etc. Cette communauté humaine qui va accueillir une famille différente, une famille étrange. Et toute la narration, en fait, ça se passe avec des retours en arrière, bien sûr, mais dans les 3 jours qui précèdent Noël, d'où le titre Nativité 50 et quelques, Nativité donc Noël, 50 et quelques dans les années 50, et toute la narration de ces 20 jours, c'est en fait la mobilisation de tout le village pour sauver l'enfant de cette famille qui est venue dans le village et qu'on a d'abord regardé avec inquiétude, curiosité, interrogation, et l'âme, l'humanité du village va se mobiliser, que ce soit le docteur d'ailleurs ou que ce soit le rebouteux, pour sauver cet enfant la nuit de Noël sous la neige. Donc Lionel-Édouard Martin, quelqu'un d'étonnant. Puis d'autres, Patrick Daopaillet, premier roman étonnant, siamoise, l'histoire de 2 sœurs siamoises rattachées par un petit pont de chair. Et ce roman, qui est en fait un roman policier, avec une intrigue policière, est en fait un roman prétexte. Et ça nous intéresse, parce que c'est un roman prétexte pour interroger sur à la fois l'intimité, le double, l'autre, puisque les 2 sœurs sont reliées par un petit pont de chair, et donc vivent ensemble les mêmes choses, mais différemment, puisque ce sont 2 personnes différentes. C'est aussi une interrogation sur la société. Comment est-ce que la société gère la différence, gère l'autre, gère l'altérité? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 formes d'écriture. Il y a une forme d'écriture intimiste, dans la première partie, où l'on présente ces 2 sœurs, et on va les présenter leurs réactions, leurs impressions différentes, personnelles, alors qu'elles vivent la même chose. Une écriture un peu roman policier, avec un style un peu plus direct, un peu plus sec, lorsqu'il y a l'intrigue policière, puisqu'elles vont être mêlées à un crime. Et puis une écriture burlesque, une écriture où on va volontairement utiliser l'ironie, l'humour, pour dénoncer l'incapacité de la société à justement traiter la différence, traiter l'autre. C'est le moment du procès. Comment est-ce que dans le procès, on peut isoler l'une de l'autre? Comment est-ce qu'on peut entendre l'une sans entendre l'autre? Comment est-ce que si l'une est coupable, on la punit sans punir l'autre, etc., etc. Et en plus, avec 2 ou 3 artefacts, 2 ou 3 incidents tout à fait amusants qui renvoient à des, on va dire, allez, des travers, alors avec humour, mais des travers de notre société. Donc, à la fois un roman profond, un roman avec une vraie intrigue, et un roman jubilatoire, parce qu'on est effectivement dans cette posture. Et les 10 dernières pages, qui sont extraordinaires, où les sœurs siamoises vont se retrouver chez elles, vont se retrouver en fait dans leur monde, donc rassurant, mais isolé. Voilà. Donc, Patrick Daopaillet, siamoise, Fission, pardon, un roman de Romain Verger, roman noir, très noir, très très noir, un thriller assez, qui surfe entre l'intrigue policière, le fantastique, la folie, une écriture au scalpel, là aussi des personnages qui sont extraordinairement précis, riches en personnalité et qui composent une magnifique, magnifique histoire. Voilà.
Oui, très nettement, oui. C'est difficile avec le numérique de produire des livres. Alors, il est non seulement difficile de produire des livres avec le numérique, il est difficile pour nos partenaires, que sont les libraires, les petits libraires, de continuer à bien faire leur métier et à bien vivre avec les Internet et les achats en ligne, Amazon et autres. Mais paradoxalement, nous nous rendons compte qu'il y a un vrai appétit de la part de lecteurs nombreux sur l'objet livre, sur le beau texte, sur la curiosité de trouver effectivement des textes qui sont très très abordables. Il n'y a pas bac plus 10 pour les lire. Mais on voit bien d'ailleurs qu'on a énormément de pratiques de lecture, de modes de lecture, de types de lecture, et c'est tant mieux. À nous de savoir finalement séduire le lecteur, de l'amener à considérer l'objet livre, et c'est pour ça que nous essayons de faire des livres qualitatifs. Je prendrai comme exemple, puisque je ne l'ai pas encore présenté, Litanie pour une amante funèbre, le dernier ouvrage que nous avons publié de Gabriel Witkop, un auteur extraordinaire, décédé en 2004, qui a écrit des ouvrages magnifiques, décalés, dérangeants. Et pour la première fois en France, nous publions des poèmes qu'elle a écrits, donc Litanie, pour une amante funèbre, donc elle a écrit pour une amante, avec des collages, avec des illustrations qui sont ses propres productions, pour la première fois en France, qui sont ses propres productions, et qui ont été publiées à l'issue de la mort de son amante. C'était en fait un jeu de tarot qu'elle voulait réaliser pour rentrer en contact avec cette défunte qu'elle chérissait par-dessus tout. Et ce sont des textes absolument magnifiques, superbes, somptuaires, durs, forts, puissants, et qui n'avaient jamais été publiés, et que nous avons eu le plaisir de publier. Donc vous voyez, voilà, une qualité, on essaye de faire voilà, de la qualité. Les livres de poche, c'est formidable, ça permet de donner la littérature à tout le monde, et j'en lis beaucoup. Nous, petits éditeurs, finalement, notre posture, c'est de publier des ouvrages qui sont des ouvrages de qualité, qui sont des ouvrages qui révèlent des textes, humblement, des textes qui nous semblent importants. Vous-même, vous avez mis une partie de vos catalogues en version numérique? Alors oui, nous avons, très bien, vous avez fait de la recherche, c'est bravo, je vous félicite. Oui, nous avons un site internet, le site du Vampire Actif, et notre catalogue est uniquement aujourd'hui numérique. Nous avions édité un catalogue papier, mais comme nous publions 3 à 4 romans par an, ce catalogue est très vite obsolète, et plus d'actualité. Donc nous avons systématiquement des marque-pages qui illustrent chacun des ouvrages, et dans ce marque-page, nous avons la référence du site internet, ce qui permet au lecteur d'aller sur le site et de pouvoir feuilleter, puisque nous avons fait un système de feuilleter le catalogue, vous avez vu, qui permet d'être toujours d'actualité. Et quelle est votre figure pour renouveler votre catalogue? Ah, bonne question. Alors, renouveler le catalogue, c'est un enjeu très très important. Trois pistes. La première piste, c'est, comme je vous disais, les tapuscrits que nous recevons. Et essayer de trouver le texte, la perle rare, le texte qui va effectivement nous émouvoir, qui va rentrer dans ce que nous souhaitons faire et que nous allons souhaiter publier. Il y a toujours un délai entre le moment où l'on identifie un texte et le moment où il est publié, parce qu'il y a un travail à faire avec l'auteur, parce qu'on rencontre l'auteur, parce qu'on échange sur la lecture qu'on a pu en faire, on lui propose un certain nombre d'améliorations, un certain nombre de corrections, etc. Je dis bien qu'on lui propose, c'est toujours lui qui écrit, bien évidemment, avant de publier quelque chose, de sortir, de publier le livre. Donc, première source, les tapuscrits que nous recevons. Deuxième source,
les recherches que nous faisons, en particulier votre serviteur, sur les textes des auteurs du 19e ou du début du 20e siècle. Donc c'est des auteurs qui sont tombés dans le domaine public et des textes qui sont méconnus, peu connus. Et là, c'est un travail à la Bibliothèque nationale, c'est un travail sur Gallica, sur Internet, c'est un travail vraiment d'explorateur, explorateur de la littérature, avec eh bien, énormément d'émotions, des heures entières à passer, à découvrir, à trouver des textes, à regarder des références, à essayer de trouver les textes qui correspondent, etc., pour dénicher, là aussi, les textes que l'on peut lire. Et puis la troisième veine d'alimentation pour le choix des textes, ce sont les amis, ce sont les lecteurs. C'est un réseau en fait que nous avons petit à petit constitué à la fois de lecteurs qui, alors je dis fidèles, ils sont attentifs à ce que nous publions, mais comme nous sommes dans des registres très différents, il est tout à fait normal qu'un lecteur ne prenne pas toute la collection, tous les livres que nous publions, hein, bien évidemment. Mais nous avons des lecteurs fidèles qui nous suivent, des amis qui sont des gens qu'on rencontre. Les alertes nous indiquent des coups de cœur, des passions, soit de jeunes auteurs qu'ils ont rencontrés et qui leur a passé un tapuscrit, soit d'auteurs anciens qu'ils ont redécouverts ou qu'ils avaient gardé en mémoire et ils ont une frustration parce qu'ils ne le trouvent pas. Et nous travaillons avec ça. Donc trois sources d'alimentation pour notre catalogue, pour renouveler notre catalogue. Parlez-nous de votre politique liée à les éditions, les entretiens, les recueils pour les échappés. Alors ça, ce sont les titres des 4 collections. Une collection, donc, les rituels pourpres sur les textes anciens. Une collection, les échappés sur la poésie. Une collection, les séditions, petit jeu de mots avec les éditions évidemment, les séditions du vampire sur les romans et les nouvelles contemporaines. Et puis une collection beaucoup plus sobre, les entretiens, qui sont des livres d'essais, qui sont des livres qui nous avons choisi de mettre en place cette collection pour publier des essais, des réflexions sur la littérature et d'autres formes artistiques ou d'autres objets. Par exemple, Dans les ruines de la carte, que je vous présente ici, est un très bel ouvrage d'Emmanuel Ruben. Emmanuel Ruben qui depuis a écrit des romans, et notamment le dernier Sous les serpents du ciel, qui est un magnifique roman publié chez Rivage. Cet essai, Dans les ruines de la carte, est une, je n'ai pas envie de dire une réflexion, mais c'est plutôt une immersion, une redécouverte du rôle de la carte en tant que support de l'imagination, représentation de l'imagination, lieu de l'imaginaire et expression de l'imaginaire, et aussi source d'imaginaire. Alors bien évidemment, un hommage à Julien Gracq, mais également un hommage à des peintres comme Vermeer, qui systématiquement dans ses tableaux présentent des portulans sur les murs des intérieurs bourgeois, des portulans parce que, à l'époque, les bourgeois d'Amsterdam sont des gens qui font des affaires avec la mer, dans le cadre de la Ligue hanséatique, et eh bien, ils ont les portulans qui représentent le terrain de jeu, entre guillemets, de leurs affaires. Très beau texte, de très belles références, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un essai, ça se lit vraiment comme des séries d'aventures, comme des séries de rencontres avec des écrivains, avec des peintres, avec des sculpteurs, avec cette réflexion sur la carte, la frontière entre ce que l'on dit et ce que l'on veut dire, entre l'imaginaire et la réalité, etc. Donc c'était extrêmement fouillé, extrêmement riche, et ça donne envie de lire les livres dont il est question dans ce texte-là. Nous avions publié un autre ouvrage dans cette collection qui s'appelait Atopia, petit récit de littérature décalée, qui était en fait la présentation, un peu sous la forme du vol de vampire dont je vous ai parlé en tout début de notre entretien, qui présentait 30 ouvrages qui avaient comme fil rouge, comme filigrane, un héros, le héros qui est en posture décalée par rapport soit à son entreprise, soit à sa famille, soit à son pays, soit à l'univers, soit à l'environnement, soit à l'action, et qui va du coup prendre des postures multiples. Soit il va se retirer du monde, soit il va se révolter, soit il va adopter le syndrome de Bartleby, je préfère ne pas.
donc éviter, etc. etc. Et nous avons, avec l'auteur, réécrit la présentation des textes, et puis surtout classé les ouvrages dans 10 entrées, qui sont 10 postures différentes, illustrées par 3 ouvrages, 3 auteurs et de 21 nations. Parlez-nous de votre boutique. Donc, il y a les éditions, les entretiens, les rituels pour les échappés. Alors ça, ce sont les titres des 4 collections. Une collection, donc, les rituels pourpres sur les textes anciens. Une collection, les échappés sur la poésie. Une collection, les séditions, petit jeu de mots avec les éditions évidemment, les séditions des vampires sur les romans et les nouvelles contemporaines. Et puis une collection beaucoup plus sobre, les entretiens, qui sont des livres d'essais, qui sont des livres qui... Nous avons choisi de mettre en place cette collection pour publier des essais, des réflexions sur la littérature et d'autres formes artistiques ou d'autres objets. Par exemple, Dans les ruines de la carte, que je vous présente ici, est un très bel ouvrage d'Emmanuel Ruben. Emmanuel Ruben qui depuis a écrit des romans, et notamment le dernier, Sous les serpents du ciel, qui est un magnifique roman publié chez Rivage. Cet essai, Dans les ruines de la carte, est une, je ne vais pas dire envie de dire une réflexion, mais c'est plutôt une immersion, une redécouverte du rôle de la carte en tant que support de l'imagination, représentation de l'imagination, lieu de l'imaginaire et expression de l'imaginaire, et aussi source d'imaginaire. Alors bien évidemment, un hommage à Julien Gracq, mais également un hommage à des peintres comme Vermeer, qui systématiquement dans ses tableaux présentent des portulans sur les murs des intérieurs bourgeois, des portulans parce que, à l'époque, les bourgeois d'Amsterdam sont des gens qui font des affaires avec la mer, dans le cas de la Ligue hanséatique, et eh bien, ils ont les portulans qui représentent le terrain de jeu, entre guillemets, de leurs affaires. Très beau texte, de très belles références, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un essai, ça se lit vraiment comme des séries d'aventures, comme des séries de rencontres avec des écrivains, avec des peintres, avec des sculpteurs, avec cette réflexion sur la carte, la frontière entre ce que l'on dit et ce que l'on veut dire, entre l'imaginaire et la réalité, etc. Donc c'était extrêmement fouillé, extrêmement riche, et ça donne envie de lire les livres dont il est question dans ce texte-là. Nous avions publié un autre ouvrage dans cette collection qui s'appelait Atopia, petit récit de littérature décalée, qui était en fait la présentation, un peu sous la forme du vol de vampire dont je vous ai parlé en tout début de notre entretien, qui présentait 30 ouvrages, qui avaient comme fil rouge, comme filigrane, un héros, le héros qui est en posture décalée par rapport soit à son entreprise, soit à sa famille, soit à son pays, soit à l'univers, soit à l'environnement, soit à l'action, et qui va du coup prendre des postures multiples. Soit il va se retirer du monde, soit il va se révolter, soit il va adopter le syndrome de Bartleby, je préfère ne pas, donc éviter, etc. etc. Et nous avons, avec l'auteur, réécrit la présentation des textes, et puis surtout classé les ouvrages dans 10 entrées, qui sont 10 postures différentes, illustrées par 3 ouvrages, 3 auteurs et de 21 nations. Et donc ça permet d'avoir des percussions, des dialogues entre les cultures pour traiter de l'égoïsme, de la misanthropie, de la rupture, de la révolte, etc. etc. Et alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Ah, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Le temps. Le temps est un luxe, c'est le temps qui manque, puisque bien évidemment notre métier de bouche, notre métier qui nous fait vivre, ce n'est pas malheureusement ce métier d'édition, même si on essaye de faire en sorte que cette maison d'édition prenne forme et on se bat pour. Donc c'est le temps, et puis ce sont très clairement également les moyens. Nous, petits éditeurs, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas la possibilité d'être en stock, entre guillemets, chez des libraires. Nous avons des difficultés à diffuser, car, et c'est normal, les diffuseurs diffusent du volume, placent des ouvrages chez les éditeurs, donc chez les libraires, pardon. Donc,
travaille avec des éditeurs qui publient à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 exemplaires. Nous publions aujourd'hui à 1000 exemplaires. Nous republions, il y a une réédition souvent, mais au départ c'est 1000 exemplaires. Donc il est totalement improbable et impossible d'être présent chez des libraires. Alors, nous avons un réseau de libraires qui nous ont connus, notamment à travers des lecteurs, puisque tous nos ouvrages sont accessibles à travers tous les libraires, à travers les bases d'Idicom et Elect, qui sont les deux bases de référence dont se servent les libraires. Donc ils les commandent. Comme la Redoute, ou mieux que la Redoute, en 48 heures, l'ouvrage est arrivé chez le libraire. Et nous encourageons d'ailleurs les lecteurs à aller chez leur libraire pour commander les livres. Ça leur coûte moins cher que de le commander en direct, puisque nous cofinançons avec le libraire les frais d'expédition, et il l'a en 48 heures avec la garantie de trouver chez son libraire. Et en plus, bien évidemment, ça aide les libraires, et nous, petits éditeurs, sans les libraires, nous ne nous en sortirons pas. Nous avons besoin de travailler ensemble, c'est vraiment une collaboration fructueuse. Donc ce qui nous manque, le temps, les possibilités de diffusion, et puis allez, rêvons, le chef-d'œuvre qui nous fera parfaitement connaître, et nous avons des collègues, tant mieux, qui ont réussi à avoir des ouvrages qui ont été publiés, qui ont eu le devant d'actualité, qui ont été publiés à très grand nombre d'exemplaires, et qui permettent de franchir l'étape nécessaire pour devenir un éditeur un peu plus connu, un peu plus reconnu. Et parmi tous ces livres, il y en a un, voire revenu que vous avez envie de défendre, d'en parler? Question difficile. Question très difficile, parce que tous nos textes sont des coups de cœur. Tous nos textes, c'est une passion, c'est un écho, il y a un dialogue qui s'installe, il y a un amour, très clairement, hein, soit avec l'auteur en tant qu'auteur vivant, ou auteur malheureusement défunt, disparu, avec le texte, avec cette aventure du livre. Pour moi, en ce qui me concerne, peut-être est-ce Petrus Borel. Peut-être est-ce Petrus Borel. Alors, à la fois parce que c'est le premier auteur, et là il y a peut-être un petit peu d'histoire, pas de nostalgie, mais d'histoire. C'est le premier auteur disparu que nous avons osé remettre en lumière avec Petrus Borel, Voyage à Lycanthropolis. Parce que c'est un auteur qui est d'une personnalité extrêmement attachante, très riche, étonnante, détonnante, pour moi injustement méconnue, mais vraiment injustement méconnue, qui est une comète dans la littérature, qui est une comète dans le romantisme. Et c'est vrai que tout le travail que j'ai pu faire sur cet auteur pour le redécouvrir, comprendre l'importance qu'il avait pris et comprendre le pourquoi il était méconnu, pas plus connu, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour Petrus Borel. Et si nous pouvions, nous éditerions les 3 ouvrages de Petrus Borel, Rhapsodie, donc c'est ce livre de poèmes, Champavert, Gonzi Moreau, et puis Madame Dutifon. Nous aimerions vraiment les republier. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse et de votre travail en amont, parce que vous avez parfaitement travaillé et les questions étaient particulièrement intéressantes. Merci beaucoup.